Salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Le Grand Rendez-vous. Merci de nous rejoindre dans un instant les débats avec les chroniqueurs. Alberto Mardoché-Gounou, bonsoir. Bonsoir Christian Dalédia, amis téléspectateurs, bonsoir. Dans un instant avec vous, ce sera l'actualité tout au long de cette semaine. Vous avez sélectionné pour nous et pour nos téléspectateurs un certain nombre de sujets qui ont fait la une en cette semaine qui s'achève. Diplomatie et élections au Bénin sont au menu de votre présentation. Je vous reviens tout à l'heure, Alberto Mardoché-Gounou. À tout de suite donc. Au sommaire, dans moins de 2 semaines, le Bénin célèbre 65 ans d'indépendance. Le pays prépare minutieusement sa fête nationale. 10e célébration du président Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. Cotonou fait sa mue pour une nouvelle fois abriter les manifestations officielles du 1er août. Retour sur 10 années de festivités, de changements, de modernité. Les réformes sous la rupture ont aussi pris par là. L'éditorialiste parle de célébration singulière, vous l'entendrez. Aussi des questions pour la dernière de Patrice Talon. Y aura-t-il de surprises et de grandes annonces au regard des attentes citoyennes? Nos chroniqueurs ont leur petite idée. Les points de vue sont à suivre. Sur la toile, blogueurs et internautes ne sont pas passés loin de certaines actualités. Entre posts et commentaires, Marc Yohannes Goudjanou partagera avec nous des captures dans les vues du web. Et puis, le 8e peut-être en téléchargement pour Paul Biya au Cameroun, le chef de l'État sortant, 92 ans, va se représenter à l'élection présidentielle du 12 octobre. Quel moment a-t-on de vivre le peuple camerounais? Le Sphinx a-t-il encore la force de conduire la destinée du pays et que compte-t-il apporter de nouveau au Cameroun? La discussion se fera. Merci d'être avec nous. Alberto Mardoché-Gounou, eh bien, on démarre par l'actu, diplomatie et coopération. En ouverture, cette semaine, le Bénin a reçu la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Oui, Christian Dalédia, il s'agit là d'une visite qui témoigne de la vitalité des relations fraternelles et de coopération entre le Bénin et le Sénégal. C'est sur invitation du chef de l'État, Patrice Talon, que le président Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol béninois dans l'après-midi du mardi 15 juillet 2025. Accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou avec les honneurs de la République, il s'est par la suite entretenu avec son homologue Patrice Talon au palais de la Marina. Les deux chefs d'État ont abordé les questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux entre le Bénin et le Sénégal. Les sujets comme la paix, le développement et l'intégration sous-régionale ont meublé les échanges. Cette fois-ci, on parle élection générale de 2026. L'audit du fichier électoral entre dans sa phase active. Conduite par le Congolais Ronsad Malouda Ngibi, la délégation de 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral était le mardi 15 juillet au cabinet du professeur Dorothée Sousa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, accompagné du président du comité de pilotage Jean-Baptiste Elias. Ils sont allés exposer le caractère indispensable de leur mission, celle de conduire les travaux de collecte, d'analyse, d'évaluation et d'examen des données contenues dans la base des données des personnes physiques au Bénin et d'où seront tirées les listes électorales informatisées. Les experts respectivement spécialisés en démographie, biométrie, informatique et droit, présents à Cotonou depuis le 6 juin, finissent leur mission le 27 juin prochain conformément au chronogramme des travaux d'audit. Voilà, après la Sénat, il y a quelques semaines, eh bien, cette semaine, c'est la Cour constitutionnelle qui a publié le calendrier de ces activités dans le cadre du marathon électoral de 2026. Oui, un chronogramme électoral qui, pour la Cour constitutionnelle, s'inscrit dans une démarche d'ouverture et de transparence démocratique. Le lundi 14 juin, la Cour a officiellement rendu public le chronogramme des élections générales de 2026, une étape qui marque le début d'une année électorale
particulièrement stratégique avec des enjeux cruciaux sur le plan institutionnel que citoyen. Le document structuré en 3 volets détaille avec précision les grandes dates ainsi que les étapes à suivre pour les différents scrutins législatifs et communaux, puis la présidentielle. On lève à présent les yeux, Alberto Mardoché Goulou, les yeux levés vers le ciel pour mesurer l'actualité des partis politiques. Les nuages s'amoncellent autour des tractations pour les élections générales, mais pour l'heure, vous nous dites que c'est toujours l'attente pour les grandes annonces. Justement, le ciel est couvert, le vent. Justement, le ciel est couvert, les vents sont hésitants et la veste pour les candidatures se fait attendre. À pratiquement 5 mois des scrutins couplés, législatifs et communaux, et à 8 mois de l'élection présidentielle, le peuple espérait déjà être trempé par les déclarations, les projets de société, les débats et j'en passe. Mais non, la réalité est tout autre. Le ciel électoral reste lourd. Aucune goutte ne tombe. Silence et observance à l'Union progressiste. Le renouveau et au bloc républicain, parti pro-pouvoir, on a peut-être choisi de faire un travail de fourmi à l'ombre du baobab sacré, loin des regards de curieux d'un côté et dans l'autre, dans une écurie où seul le cheval et ses plus proches maîtres ont assez. Confession des listes de candidatures pour chaque type d'élection, de la mer à bois, où en est-on sous ce vent plat et calme? Pour l'instant, personne ne sort des bois, mis à part les chefs des partis, Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotani. Ils prennent de façon sporadique et sans poussière la température dans les régions électorales. Du côté de l'opposition, les démocrates ne sont pas mieux. On attend, on hésite, on observe. On dirait qu'ils craignent de se mouiller trop tôt ou alors qu'ils attendent le feu vert d'un ancien président. Alors, question. Boni Yahi pour donner le signal de ce qui va être de son parti ou la peur de l'orage qui pourrait venir d'en face? En tout cas, on est dans un vrai jeu du chat et de la souris au clair de la lune au milieu de la nuit. Ce qui est certain, tôt ou tard, le jour finira par se lever et le couvercle sera retiré des menus concoctés. De son siège national à Godomain, Renaissance nationale donne un éclair pour mettre ses militants en ordre de bataille électorale. Le parti que préside Claudine Afiavi-Prudencio a lancé le samedi 12 juin son académie politique. Il veut réussir le pari de 2026. Pour cela, il faut renforcer les bases pour une représentativité plus grande dans l'arène politique. N'est-ce pas ce qui est attendu sous ce ciel politique glaçant et jusque-là infécond? Restaurer l'espoir et au fond avec son président, le stratège candidat Azanaï. Fort de ses convictions, le parti semble beaucoup plus tourné vers les réseaux sociaux. Au compteur, une pluie d'analyses, de commentaires et d'opinions exprimées sur les faits d'actualité sous ce ciel politique encore couvert de nuages sombres. Le vent ici semble fort, mais sans grand effet sur ce sol politique. Le parti va-t-il se réinventer avant la prochaine tempête électorale? Les jours à venir nous dirons. Dans la masse, les partis FCBE, Moël Bénin, MPL, NFN ont fait apparaître des éclairs ces dernières semaines. Rencontres, échanges, interviews, communiqués, etc. Les lits ont un tout petit peu bougé par ici, ailleurs. Les maisons GSR, PFR, les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes et bien d'autres formations politiques semblent déjà englouties par les eaux d'une tempête électorale qui n'est même pas encore descendue. En conclusion, Christian Dalidia, à mesure qu'on approche des dates, les nuages s'amoncellent, sans éclair ni pluie, juste quelques grondements de tonnerre en fond sonore. La météo semble bloquée, il faudra encore patienter les yeux toujours levés, espérant du ciel politique la première goutte de pluie. Nous, ici, on continue de vérifier les paramètres de localisation avec précision. Pour finir, cette citation: si les chefs tiennent le parapluie et cachent le ciel, comment le peuple saura-t-il d'où vient la pluie? La démocratie, c'est de marcher ensemble sous le même ciel, les visages à découvert. La météo politique, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup Alberto Mardoché Goulou, merci pour cette chronique. Et c'était votre chronique sur l'actualité politique au Bénin, notamment le fonctionnement des formations des partis politiques. On vous retrouve pratiquement dans une semaine.
semaine. D'ici là, portez-vous bien. Dans un court instant, le plateau de vos chroniqueurs en réaction à l'éditorial de Omar Salouf. Omar Salouf qui nous plonge déjà dans l'actualité du 1er août, de la célébration des 65 ans d'indépendance. L'éditorialiste nous limite dans le temps des 10 ans de festivités et évoque ces célébrations singulières sous Patrice Talon. Le régime de la rupture et du nouveau départ a imprimé sa marque. On reviendra sur cela et bien évidemment nous irons au-delà de ces questions, voir un peu ce qui s'y passe, que réserve Patrice Talon à ses compatriotes pour sa 10e et dernière célébration au sommet de l'État. Devrait-on s'attendre à des surprises et à de grandes annonces? Omar Salouf a sa petite idée, les chroniqueurs aussi certainement. La leur, les points de vue, c'est tout de suite. Restez avec nous. Nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant. Ce sont les points de vue avec nos chroniqueurs déjà installés. Un plaisir d'avoir tous les dimanches soirs cette équipe autour de cette table. Cher monsieur, bonjour. Herman Aliamboussou. Oui, bonsoir Christian Daridjan. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de retrouver le plateau. Merci. Bonsoir à vous, Omar Salouf. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci, on vous revient dans un tout petit instant pour l'édito, votre éditorial de ce jour. Bonsoir à vous, Hamza Tablaï. Bonsoir. Merci d'être là, un peu comme vous. Henri Sauvillan-Bollet, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les autres panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez la pleine forme et ça se sent à quelques semaines de l'événement que le Bénin attend de vivre. Je veux dire, la célébration de nos 65 ans d'indépendance, et c'est d'ailleurs le sujet principal que nous abordons en plateau avec notre éditorialiste pour commencer, Omar Salouf. Une précision pour commencer, la célébration du 1er août est une tradition vieille de 65 ans. Exactement Christian Daridjan, c'est la seule fête qui réunit l'ensemble des Béninois, toute obédience politique, religieuse et ethnique confondue. De Hubert Maga à Patrice Talon, en passant par la douzaine de chefs de l'État qu'a connu le Bénin indépendant, le cérémoniel officiel dans le cadre de la fête nationale se résume au discours sur l'état de la nation, le dépôt de gerbes, le défilé militaire, la grâce présidentielle aux compatriotes incarcérés pour diverses raisons. Depuis ce mémorable 1er août 1960, la tradition est respectée et constitue la plus grande parade de l'année des forces de défense et de sécurité et pour le président de la République qui est le chef suprême des armées. Arsenal militaire exhibé, liesse populaire, tout le pays bouge au rythme d'une fierté nationale recouvrée grâce à l'indépendance. Néanmoins, depuis 2016, Patrice Talon, chantre de la rupture, a apporté sa touche particulière à la célébration. Et justement, vous dites que la fête du 1er août a eu également des réformes sous cette rupture. Oui, depuis 10 ans, l'homme du 6 avril 2016 a fait des choix de rupture. D'abord, le changement du lieu des cérémonies officielles. Ça se passe désormais au pied de la grande dame de fer de Cotonou, la statue de l'Amazone, symbole de la bravoure féminine béninoise, inauguré le 30 juillet 2022, justement à l'occasion des manifestations du 1er août. Dans la même ferveur, deux autres monuments ont été érigés, à savoir la statue de notre héros national Bioguira et surtout le monument aux dévoués qui devient le nouveau lieu de dépôt de gerbes en remplacement de l'ancien monument aux morts de Placody érigé par le colon et qui, dit-on, rendait hommage aux Français et non aux Béninois tombés en défendant la patrie. Sur le boulevard de la Marina modernisé s'installe la tribune officielle répondant aux normes internationales et loin de perturber la circulation sur le rond-point de l'Étoile Rouge et sur d'autres grandes artères de Cotonou. Une touche esthétique apportée, une décoration digne d'un Bénin des grands jours, voilà les actes forts qui ont résolument donné une autre allure à la fête nationale. Dans l'ensemble, il s'agissait pour Patrice Talon de réaffirmer notre indépendance en nous dotant d'infrastructures et espaces modernes
qui révèle fièrement le Bénin. Et ces grands changements vont-ils apporter, je dirais, vont-ils se perpétuer après le pouvoir de Patrice Talon, selon vous? Oui, comme je l'ai dit, des touches singulières ont été apportées au cours de la dernière décennie. Mais une autre question se pose. Quelle est la plus-value de cet aspect esthétique sur le quotidien des Béninois? C'est vrai que ça relève l'image du pays. C'est vrai que ça révèle le Bénin. Ça va se perpétuer sans doute. Mais il ne serait pas moins pertinent que la célébration de chaque fête nationale soit l'occasion de poser des actes forts, de fort impact dans la communauté. Il faut rappeler qu'avant Patrice Talon, Boni Yayi a essayé d'apporter des nouveautés à la célébration. Là, nous étions sous le régime du changement. La célébration tournante de la fête du 1er août était le moyen trouvé par le président d'alors de faire davantage participer les communautés à la base, à la fête, au-delà du cérémoniel officiel. La fête tournante devait permettre aux communes accueillant les manifestations officielles de bénéficier d'une batterie de réalisation d'infrastructures et d'être sous les feux de la rampe entre deux célébrations. La méthode n'a pas prospéré, avouons-le. Elle a même été abandonnée par son initiateur en cours de mandat. Maintenant qu'une ossature plus structurée est donnée, l'option d'impact communautaire de la fête peut être repensée, sans pour autant délocaliser à nouveau les manifestations officielles à chaque édition. Des communes peuvent être choisies pour bénéficier d'attention particulière dans le cadre du 1er août. Ce serait une belle manière de donner raison au président Patrice Talon et à tous ceux qui pensent que notre souveraineté passe par notre capacité à nous construire durablement. Merci à vous. C'était donc votre réflexion, votre regard sur 65 ans d'indépendance et surtout cette fixation sur les 10 années de célébration sous Patrice Talon. La toute dernière, c'est le 1er août prochain. On attend de vivre un grand événement, certainement. Alors, en plateau, des réactions. Oui, cher monsieur, 65 ans d'indépendance pour le Bénin. Un petit regard sur les différentes éditions de passé. Je commence par vous, Sophie-Henri Yambodé. Je remercie d'abord Omar qui a, dans la dernière partie de son édito, donc, a fait remarquer ce qui s'est passé donc, sous le régime de Boni Yayi. C'est bien de faire état des lieux donc, pour comprendre si on a eu donc, on a connu des avancées ou pas. Et là, en parlant donc de fêtes tournantes, on sait ce que ça avait engendré, bien évidemment, que ça donnait donc une autre image à cette fête-là, en impliquant les communautés et tout le reste. Mais les réalisations dont, bien sûr, ces communes devaient bénéficier, il y a de petits problèmes autour. Parce qu'on dit logements sociaux, on dit construction de telle chose, mais le temps record, le temps matériel pour faire ces réalisations-là n'était pas considéré. Oui, il a parlé donc d'une place unique aujourd'hui pour accueillir les manifestations officielles. Mais il n'y a que, quand on prend Cotonou qui accueille les manifestations officielles, il y a que Bomé-Calavi, la conséquence directe est qu'à Bomé-Calavi n'organise rien. Par exemple, si on prend la commune d'Abomey-Calavi, n'organise rien. Parce qu'on doit faire déplacer donc, les autorités d'ici pour là-bas. Vous avez peut-être oublié de faire remarquer que quand on a demandé cette fête-là, Talon a fait l'option de sobriété pour qu'il n'y ait pas trop de dépenses. Mais après, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, on soit donc sous les pieds, donc, si vous voulez, de l'Amazone pour célébrer en bombance. Et donc, il y a deux événements, il y a deux moments qu'il faut également apprécier. Les premières éditions qui étaient sobre, avec bien sûr peu de dépenses, et on nous disait même qu'il ne devait pas donc avoir de manifestations officielles, alors que vous savez que la fête du 1er août, c'est plus qu'une date pour, bien évidemment, les Béninois. C'est un signe de souveraineté, un signe de liberté. Et cette fête-là, oui, au-delà du 1er janvier, au-delà des fêtes des autres fêtes, c'est la fête qui, bien sûr, vous l'avez rappelé, qui réunit donc toute classe sans... En tout cas, les forces vives de la nation, l'ensemble des forces vives de la nation. Le chose, c'est que, oui,
La question que vous avez posée de savoir, est-ce que ça va être pénalisé? C'est un aspect qu'on va aborder tout à l'heure. On va permettre à tous les chroniqueurs en plateau de réagir. Oui, Herman Aliamboussou, 10 ans de célébration sous Patrice Talon. On est passé d'une étape à une autre chaque année que cette fête est célébrée. Je pense que si on fait un petit état des lieux de la célébration de la fête d'indépendance chez nous au Bénin, on va remarquer que si sous les anciens présidents, il était très facile où on faisait recours à des services privés de location de bâches, de chaises et autres pour enfin barrer les voies et donc rendre difficile, un peu comme l'a rappelé le chroniqueur, rendre difficile l'accès à certains quartiers de Cotonou. Et désormais, on constate que l'État béninois a acquis du matériel et que ce n'est plus une location, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Donc, ce qui consiste à penser que c'est une célébration en bombance, moi je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense plutôt que Patrice Talon a réussi à nous enlever aux caisses de l'État tout ce qu'il y avait comme location de trucs, ce qu'on appelle les dépenses assez amères quand on voulait célébrer le 1er août. Sauf que sur la célébration qu'en font les mairies, je voudrais quand même qu'on puisse revenir là-dessus parce que si on fait l'option de la sobriété, on devrait, dans un État qui n'est pas l'État fédéral, on devrait, à mon sens, demander à tous les maires de rallier le lieu unique de célébration de la fête. Parce que quand on a fini d'installer les bâches, quand on a fini d'installer tout ce qu'il y a comme matériel et tout pour la célébration, je pense qu'on devrait faire en sorte que tout soit représenté et que ce soit l'occasion pour la population de connaître les maires des communes du Bénin. Nous ne sommes pas l'État fédéral pour que, à chaque célébration de 1er août, que chaque maire organise une célébration à son niveau. Dans sa région. Un peu comme ça se faisait. On ne nous a pas encore dit jusque-là quel est l'état des lieux des dépenses quand les mairies célèbrent ce 1er août-là. Je pense qu'en clair, oui, vous me laissez terminer. C'est grave. C'est grave. Allez-y, dites-moi. Parce que la fête du 1er août pour les uns et les autres, d'accord, c'est une fête, c'est un moment de joie. C'est un moment, dédié donc au festin et tout le reste. Oui, les manifestations populaires. Mais oui, quand on le concentre à un seul niveau également, je pense qu'on enlève quelque chose qui, normalement, doit être partagé. Ce que vous avez vécu, je dirais, dans l'enfance. Vous laissez continuer, quand vous voyez par exemple la France, vous ne direz pas que le fait pour les maires, le fait de France, de ne pas célébrer le 1er août à leur sein, alors qu'ils ne sont pas, à la France n'est pas l'État fédéral, vous ne dites pas que ça c'est grave. Donc je pense qu'en réalité, si vous pensez qu'on peut faire le 1er août dans un État qui n'est pas l'État fédéral, je pense qu'il faut choisir un seul lieu pour faire les célébrations. Encore que, jusque-là, on ne nous a pas encore dit ce que coûtent aux caisses des mairies les célébrations dans ces différentes mairies-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu les choses pour que les gens arrêtent de penser que, quand on dit indépendance là, quelle mairie a joué quel rôle pour que le Bénin soit indépendant? C'est la grosse interrogation. Alors, Hamza Tablaï. Oui, écoutez, c'est bien qu'il y ait autant d'avis sur la question. Fondamentalement, la fête du 1er août, c'est une fête qui essentiellement reste symbolique parce qu'en référence à 1960 où nos États avaient accédé à l'indépendance, je mets l'indépendance entre griffes parce que c'était une autonomie contrôlée en réalité. Mais aujourd'hui, 65 ans plus tard, quel bilan on peut faire de ces multiples fêtes d'indépendance à chaque 1er août, spécifiquement au Bénin ou généralisé dans l'Afrique francophone, où on observe effectivement que les États francophones avaient obtenu l'indépendance en 1960 aussi. Alors, pas grand-chose. Moi, je pense que ces parades dépensières, militaires, un tout petit peu qui ressemblent à des assemblées de réunions politiques et parfois sociales qui impliquent beaucoup d'argent, qui impliquent beaucoup de dépenses et de finances, n'ont pas de conséquences directes sur les populations ou un impact direct sur l'État en lui-même. Je le dis pourquoi? Pour deux choses. La première chose, c'est que de 60 à 2025, ces parades militaires n'ont pas apporté un impact autant que ça, ni sur les communes, ni sur les départements, encore moins sur les quartiers et autres. Donc, moi, je pense fondamentalement que le 1er août devrait être moins une fête, mais beaucoup plus un moment de réflexion par rapport à ce qui n'a pas bougé, par rapport à ce qui doit être bougé et surtout par rapport
à ce qui doit être fait par rapport à l'avenir. Parce que cet avenir, ça reste toujours un débat qu'il faut... Enfin, qu'il faut toujours... Ce n'est juste que pour une journée de célébration. C'est une journée de célébration qui, au fond, n'a pas un impact réel sur notre quotidien. Et je pense que le chef de l'État, au tout début de son mandat, l'a compris. Et d'ailleurs, je pense les 2 premières années, c'était très austère, pas vraiment de célébration en tant que telle. Mais après, je ne sais pas ce qui a changé. Peut-être que le quotidien, ou plutôt le béninois, a pris le dessus sur la personne même du chef de l'État. Bon, ça, c'est un autre débat. La deuxième chose, c'est véritablement par rapport à une réforme de cette célébration. Pour moi, la seule réforme qu'on devrait faire, c'est de transformer cette célébration en des moments de réflexion. Je pense qu'il y a énormément de choses dont il faut débattre au niveau de nos sociétés, au niveau de notre politique, au niveau même de la configuration. On voit quand même comment ça se célèbre, la fête de l'indépendance. Pas qu'il n'y a pas de réflexion en amont, peut-être en aval. Et on pourrait être les premiers initiateurs de cette nouvelle configuration. Les parades militaires, fondamentalement, ça sert à quoi? Peut-être à acheter de nouveau ou à montrer Nous l'avons vu le 14 juillet passé, par exemple, en France, où on a montré quand même l'arsenal dont disposait ce pays. Nous en avons vu quelque part aux États-Unis, le 4 juillet. Dans nos chaque contrées, pays a ses réalités. Dans nos contrées, les parades militaires, en quel sens? À part montrer de nouveaux treillis militaires ou de nouvelles tenues, quel sens en réalité? De quelle armée nous disposons depuis 60 à nos jours pour les exhiber ou les montrer? Et ensuite, quel impact ça a directement sur nos populations? Je pense qu'on a terminé cette période où il fallait montrer que nous avons des armées fortes, des armées conséquentes, où nous avons de l'effectif considérable dans nos armées. Cette période est terminée. Aujourd'hui, les mentalités sont plus ouvertes vers des choses plus pérennes, vers des actions pratiques. Je pense que c'est un point du débat que vous abordez là. Et on va évoluer. Je vais permettre à l'éditorialiste de revenir un peu sur sa réflexion, sur ses constats quant à la célébration de cette fête. Oui, Omar Sallouf, vous pensez que ça a beaucoup changé aujourd'hui au Bénin, la célébration, et vous applaudissez pratiquement ce qui est fait ces dernières années. D'abord, je pense qu'on ne doit pas enlever à la célébration la liesse populaire que cela procure, l'engouement populaire. Est-ce qu'elle y est toujours, cette liesse populaire? Elle y est peut-être moins. Dans les communautés, les célébrations se font avec les différents maires, les différents préfets, mais l'engouement... Les célébrations décentralisées. L'engouement d'antan n'y est plus, mais à en croire Hamzat et Herman, c'est qu'il faut supprimer carrément tout ça. Je crois que toutes les parades que nous observons, que ce soit au niveau central, à Cotonou et dans les communautés, c'est pour fouetter un peu le patriotisme qui vit en chacun de nous. Quand un enfant voit comment la discipline militaire est, quand il voit la démarche militaire, la démarche policière et toutes les forces toutes les forces de l'ordre et de sécurité, ça va réveiller en lui une certaine fierté d'appartenir à un peuple. Ça va réveiller en lui une certaine capacité à pouvoir prendre son destin en main, à pouvoir travailler pour révéler ou relever le pays. Et donc, on ne peut pas dire que ça va on va exclusivement se cantonner à une célébration de réflexion et laisser tout ce qu'il y a avec tout ce que nous observons. De 2016 à aujourd'hui, j'ai l'impression que Patrice Talon lui-même a finalement compris qu'il faut célébrer de façon grandiose les choses. La sobriété, d'accord, c'est peut-être dans l'objectif de cette sobriété de réduire les dépenses qu'il a estimé qu'il faudrait acquérir de nouveaux matériels propres, de ne plus aller dans les locations dépensières et tout, d'avoir une place unique pour la célébration, parce que les rues bouchées, les rues bloquées, ça engendrait beaucoup de problèmes parce que nous avons dit que nous sommes indépendants. Nous devons pouvoir quand même circuler librement dans notre pays un 1er août. Donc, la célébration qui se fait désormais au pied de l'Amazone, ça veut dire en réalité que tout Cotonou circule
mais c'est lorsque peut-être vous avez l'obligation de passer par cette zone que vous serez coincé. Donc, en somme, j'ai compris que le président Patrice Talon a lui-même compris qu'il faut aller à une célébration de fierté, à une célébration grandiose pour montrer, pour fouetter en chaque Béninois cette capacité-là à être fier de notre pays. Et justement, vous avez parlé de cette célébration qui se fait désormais au pied de l'Amazone. N'oubliez quand même pas toute la transformation qu'il y a eu le long du boulevard de la Marina, Eman Parfait à Niamboussou, à commencer par l'aéroport de Cotonou jusqu'à la sortie, je dirais, nord de Cotonou. Je crois que j'ai commencé par saluer le fait que le Bénin, sous Patrice Talon, ait acquis du matériel propre à cette célébration. Et donc, ça nous évite les dépenses incontrôlées qu'on devait engager pour les célébrations à la place de l'Étoile Rouge ou devant le commissariat de Cotonou. J'ai commencé par dire également que, effectivement, les rues bouchées, les rues bloquées pour cause de préparatifs de fête de l'indépendance, désormais, on n'assiste plus à ça. Et même au pied de l'Amazone, aujourd'hui, vous circulez par là parce qu'ils ont fait une déviation qui permet de contourner l'Amazone et de pouvoir passer derrière le palais des congrès dans la rue de l'hôtel là et de pouvoir continuer votre long. De sorte que désormais, quand il y a une célébration, tant que ce n'est pas encore le jour de défilé, aucune route n'est bloquée dans Cotonou. Et donc je reviens un peu à ce que le chroniqueur vient de dire. Il parle de discipline militaire. Je pense que la discipline militaire doit contraster dans nos communes avec les fanfares de fortune que les maires louent pour chanter l'hymne national ou pour faire exécuter à nos militaires. Si vous suivez, si vous faites le point des célébrations dans nos communes, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas le matériel qu'il faut, ils n'ont pas ce qu'il faut, et il faut appeler à des fanfares de fortune, je précise bien. Ouais. Et donc, ils exécutent l'hymne national, et puis c'est à croire que on s'amuse un peu, quoi, avec la tenue militaire, avec les tenues. Donc, je pense que cette célébration, on doit pouvoir la repenser. Je ne suis pas totalement contre la suppression. On peut réorganiser, faire peut-être en sorte que ce soit au niveau des départements, que ça se célèbre. Mais pas forcément au niveau des communes. Je pense que là, également, il faut essayer de contrôler un peu les choses. Ensuite, je pense que Boni Yahi, quand même, a essayé. Je me rappelle encore, j'étais à Porte-Novo, à la célébration du cinquantenaire de l'indépendance. C'est ça qui a permis d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle la route du cinquantenaire, l'avenue du cinquantenaire. Oui, le boulevard mais même si Patrice Talon est venu après et a continué l'œuvre entamée par son président, je pense que j'étais aussi à Lokossa pour la célébration à Lokossa. Ça a permis à Parakou, on était là-bas. Donc, on ne peut pas dire que les célébrations du 1er août au Bénin, célébrations tournantes, n'ont pas apporté quelque chose à ces communautés-là. Vous avez parlé des logements sociaux, oui. Si vous êtes chef et que vous n'avez pas autour de vous des gens qui ont une certaine vision, qui peuvent agir comme ils le veulent, je pense que c'est sûr qu'on assiste. Déjà, à l'Okosa, vous voyez que les logements sociaux sont désormais transformés en lieu pour abriter les cafards, les reptiles de tout genre. Donc, je pense que c'est une question de vision quand même. Peut-être que ça n'a pas été bien mûri, mais ça a permis quand même à ces communautés-là, dans lesquelles on a eu les célébrations tournantes, de pouvoir quand même bénéficier. Parce que, quand, je vous dis, à chaque veille de célébration dans ces pays, dans ces régions-là, mais c'est le commerce qui est développé, c'est les hôtels qui sont occupés, c'est tout. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, je pense qu'on peut repenser la chose autrement et revenir toujours tout en gardant la sobriété. D'accord. Oui, Hamzat. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce que vous avez dit, parce que l'esprit de l'indépendance, ce n'est pas de développer les routes, ce n'est pas de mettre en place une structuration réfléchie pour que les populations sortent en liesse. Non. Ce n'est pas du tout ça. L'esprit des indépendances, ça remonte peut-être à 1900, où on a observé la première conférence panafricaine, suivie du G77, suivie du sommet de Bandung en 1955. Tout ça dans un seul contexte, c'est-à-dire sorti de l'esprit de domination. Et quand je parle d'un cercle de réflexion, d'un moment où il faut réfléchir, par rapport aux acquis de 1960, c'est ça qui doit dominer. Je ne vois pas pourquoi on doit instaurer les parades comme étant les parades militaires comme étant le pont entre un Béninois qui sait ce qu'est la souveraineté ou sait ce qu'est le patriotisme et un Béninois qui ne sait pas ce que c'est. Je pense que ça n'a rien à voir. Et justement, mettre de côté les parades, est-ce que ce n'est pas fermer un pan de l'histoire? Déjà, je vais y venir, mais déjà, continuer ce discours où on met en avant le 1er août ou la fête de l'indépendance comme étant un moment où il faut être en liesse, parce que justement un nouveau boulevard est célébré ou parce qu'un monument a été érigé, je pense qu'on dévie complètement, dans la mesure où
la fête de l'indépendance, c'est la fête de l'indépendance. Indépendance. Désormais, Donc, beaucoup plus ce qui sont en voudrait vers dire- ce qu'on appelle la fête nationale. On ne parle plus beaucoup trop de fête de l'indépendance. Exactement. Et je pense qu'aller dans ce sens, c'est une façon, en tout cas, d'aller vers cette libéralisation des idées qui consiste surtout à mettre en avant la réflexion au centre de tout. Et moi, je me porte vraiment à faux par rapport à ceux qui continuent de dire et de penser qu'un 1er août doit se célébrer en grande pompe avec les fanfares et tout ce qu'il y a derrière. Moi, fondamentalement, si on pouvait même réduire ces célébrations à des événements peut-être culturels qui ont un sens de réveiller l'esprit de contradiction, même des Béninois et Béninoises, je pense que ça sera une avancée. Hamzat, je crois qu'il s'agit Vous allez réagir, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une fête. Et pour moi, une fête, c'est la joie, c'est la liesse, c'est se parer de ses plus beaux atouts. C'est se montrer beau et tout ce qui va avec. Donc, la fête nationale doit être célébrée pour moi. Du coup, Doit être célébrée de sorte que quand le Béninois lui-même ou quelqu'un qui n'est pas Béninois, qui nous observe de l'extérieur, regarde, il doit être d'accord que nous avons fait des avancées. Dis donc que c'est une ouverture, c'est une sorte d'ouverture sur le monde. Sur le monde. Et en tant que Béninois, nous devons être fiers de voir nos militaires, nos forces de défense et de sécurité défiler pour nous rappeler que... Mais c'est terrible ce que vous dites. Oui, j'assume en fait. Parce que, arrêtez, attendez. Je vais vous dire une chose. Le 1er août, réduire l'indépendance à une parade militaire. Mais vous ne comprenez pas le sens. Le sens de l'indépendance. Il ne s'agit pas de réduire à ça. Il ne s'agit pas, excusez-moi, il ne s'agit pas de réduire la fête à une parade militaire. Je dis la parade militaire et tout ce qui va avec, ça fait partie de la fête. Quand vous parlez de réflexion, quand vous dites qu'il faut les réflexions sur le développement, il y a un programme d'action du gouvernement, les réflexions se font tous les jours. C'est comme si, entre deux fêtes, tout est à l'arrêt et que le 1er août, on se réunit, on réfléchit sur la vie du pays. On réfléchit sur la vie du pays tous les jours. Au quotidien. Au quotidien. On en parle tous les jours. On s'empresse d'aller sur des programmes, sur des projets qui vont impacter le quotidien des Béninois. Et donc, quand on parle de fête nationale, il faut la célébrer. Il faut la célébrer au point où chaque Béninois doit être fier de voir son pays avancer. Dans les communautés, la fête doit être également possible pour permettre à ce que chaque citoyen se retrouve dans ce qui se fait. Ça peut être amélioré, mais il n'est pas question de la supprimer dans les communautés. Ça peut être amélioré. Pourquoi je disais tout à l'heure que la fête du 1er août, le 1er août, c'est une date symbolique, si vous voulez. C'est plus qu'une date simple. C'est le signe même de notre liberté, de souveraineté. Et quand vous allez, par exemple, au Nigeria à côté, le 1er octobre, c'est que c'est célébré sur plusieurs plans. Il y a la célébration religieuse, culturelle et même administrative. Et donc, on accorde un crédit à cette date-là. Je ne me vois pas en train de célébrer ma liberté en réfléchissant à quoi faire demain. C'est une manière de célébrer. Libre. À quoi faire de pour être libre? On célèbre la fête du 1er août parce que on a fini, on a coupé le pont avec le colon. Et on célèbre ça pour montrer qu'on est vraiment libre. Et donc, la réflexion dont vous parlez, oui, je suis d'accord. On peut trouver des occasions pour réfléchir sur le développement. On peut trouver des occasions pour réfléchir sur comment faire pour mettre en œuvre, par exemple, un PAG. Mais ne pas célébrer en bombance, cette fête-là serait un péché. Et l'autre chose, c'est quoi? Avec Patrice Talon, on a observé quelque chose. Et là, il faut faire revenir les choses à leur place. Le défilé militaire, le défilé civil, avec Bouniaï, on a connu ce défilé-là qui mettait en exergue notre culture. Il y a les habitants qui défilaient, il y a les divinités qui défilaient. Mais ici, on ne la remplaçait pas les musiciens, les ballets. Ouais. Donc, dans les villages, dans les communes, pour revenir à ce que Emmanuel a dit, dans les communes, il faut célébrer, il faut donner cette opportunité à aux gens de célébrer
de la fête autrement. Si, au niveau officiel, on n'a pas accordé une place au défilé civil, dans les communes, on peut quand même offrir. Je constate que vous défendez toujours écoutez, s'il vous plaît, cette option-là. Je vous la mais conseille. quand vous dites que ce que ça coûte aux communes, ce que ça coûte à l'État, ce que ça coûte à tout le Bénin, est-ce qu'on le sait? Mais quand vous avez dit qu'on l'a acheté, oui, c'est vrai, on l'a fait. Parce que c'est une fête qui vient à chaque année. Donc on fait une dépense en une seule, d'accord. Mais dans les communes, vous savez, ça crée encore, ça fait que les dirigeants, les élus locaux de cette communauté-là, de cette commune-là, sont plus liés à leur mandat. Quand vous allez, par exemple, à Kparou, ce n'est pas la fête du 1er août, les gens vont vous dire, écoutez, nous, on n'a pas célébré la fête du 1er août ici. Ça crée un lien entre les autorités. Cet aspect me permettait de revenir un peu sur la célébration qu'on faisait du 1er août à l'Étoile Rouge. Il y a une bâche, il y a une partie qui était réservée aux maires. Cette place-là était souvent inoccupée jusqu'à la fin. Parce que c'est à croire que... Ils ont raison. C'est à croire que les maires ont raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour cette célébration, si l'État central a fait l'option que les maires viennent, que les préfets viennent, c'est qu'on ne devrait pas leur permettre de célébrer. En fait, c'est pour éviter les dépenses que je dis ça. Je ne suis pas contre une célébration dans une communauté ou dans quoi que ce soit. Mais alors là, et je reviens encore à la discipline militaire, si on veut montrer que le militaire est discipliné avec la tenue, qu'on ne fasse plus appel aux fanfares de fortune qui viennent chanter n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut régler ça autrement et donc contrôler les dépenses aussi au niveau des communes pour pas qu'on dise après qu'on a célébré, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça et que les... D'accord. Alors, on va revenir très rapidement pour les toutes dernières minutes sur cette thématique, les toutes dernières minutes. L'après Patrice Talon, quant à la célébration de cette fête, pour rendre pérenne cette fête, est-ce que voyez-vous venir? Oui, c'est ce sur quoi, par exemple, on doit réfléchir, et non en soutenant le fait que les parades apportent un plus, ça n'apporte pas plus. Enfin, c'est la fête nationale. Non, mais moi j'aimerais que quand vous dites... On évolue dans le débat. En fait, c'est la même configuration de 60 à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et vous n'allez pas me dire que c'est la fête nationale ou... Nous avons quand même... beaucoup de choses ont changé. On a maintenant... avant, on avait la gendarmerie nationale, la police à part. Maintenant, nous avons la police républicaine. C'est des réformes politiques issues d'un programme de société d'un candidat devenu chef d'État. C'est des choses différentes. Au niveau de la fête nationale aussi, il y a des réformes. C'est une journée. Moi, je parle d'une journée. En référence à une autre, il y a 65 ans, qui nous a permis d'accéder à une souveraineté, d'avoir un drapeau, d'avoir une hymne nationale et d'avoir tous ces symboles républicains. C'est de ça, moi, je parle. Et quand j'en parle, j'insiste vraiment sur la réflexion. Aujourd'hui, on veut étouffer la réflexion, justement parce que... Il l'a dit, la réflexion, elle est quotidienne, elle est au quotidien. S'il célèbre quelque chose en une journée, il ne veut pas penser au lendemain. Mais c'est terrible, ce genre de propos. Je pense qu'en référence à notre... Vous avez souhaité que... Oui, mais je ne souhaite rien cette fête-là... Non, j'ai rien dit. Non, c'est ça que je dis. J'ai dit de façon pérenne, ça aurait été mieux de mettre une journée dédiée à la réflexion, à notre état d'indépendance. Ce que vous proposez là, on peut choisir, par exemple, le 16 janvier, par exemple, 16 janvier où le Bénin a été agressé, on peut prendre ça comme une journée de réflexion quand même. Mais quand il s'agit de 1er août, dans les autres pays, on prend l'exemple sur les autres pays où cette fête-là... Ça date de plusieurs centaines d'années. Justement, c'est ce que je dénonce. C'est-à-dire, on copie un modèle d'ailleurs qui nous est imposé. Et on parle encore d'indépendance. Donc, c'est même ça le symbole que devrait refléter la réflexion dont je parle. La deuxième chose, et je réponds à votre question, c'est vrai, ce sera la dernière fête de Patrice Talon, ce sera la dernière célébration du 1er août en tant que chef de l'État. Et je pense que c'est une réflexion également à mener par rapport à ce contexte pour dire, quelque part, ça va être un moment de faire le bilan. De faire le bilan vis-à-vis de ce qui a été fait et de peut-être ce qui n'a pas été fait. Parce que je pense que sous le mandat de Talon, du chef de l'État, on parle moins de ce qui n'a pas été fait. D'accord. Alors, rapidement, puisque nous avons beaucoup de sujets. Il y aura un discours justement, sur l'état de la nation, certainement.
ce jour-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à de grandes annonces, de belles surprises venant du chef de l'État? C'est dans les airs, c'est dans l'air. Le chef de l'État va faire de grandes annonces. Attendez voir de grandes annonces. On apprend d'ailleurs qu'il va recevoir la jeunesse, une partie de la jeunesse béninoise, en tout cas dans ce qu'il a rarement fait depuis 9 ans. Et je pense que c'est peut-être le moment d'ouvrir les vannes par rapport à cette jeunesse qui s'est sentie un tout petit peu mise de côté. Et la dernière chose, et c'est peut-être la chose la plus importante, je pense que cette célébration va mettre en lumière surtout les efforts du gouvernement vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de son bilan. Et ça, c'est la chose certainement la plus importante. Les attentes, les annonces, les grandes annonces. Oui, bon, j'attends que pour cette fête-là, que le président Patrice Talon, puisque c'est sa dernière fête, arrive donc à gracier un bon nombre de prisonniers. Parce que c'est le moment également donc, de peut-être faire les choses en grand pour sortir par la grande porte. Et donc, forcément, il a une belle occasion donc, pour rentrer dans l'histoire en créant, bien sûr, beaucoup de surprises. C'est vrai que ce sera également le moment du bilan, mais en créant de surprises sur un certain nombre de pans, de sujets sur lesquels on ne l'a pas vu. Par exemple, on parle donc des prisonniers, que ce soit détenus hommes politiques en prison ou détenus politiques, des faits sur lesquels il peut donc s'ouvrir et on verra donc l'autre côté positif de Patrice Talon. D'accord. Alors, je crois que j'attends du chef de l'État de grandes annonces, effectivement. C'est sa dernière en tant que président de la République. Et donc, comme vous, comme tout le monde, nous attendons de grandes annonces. Mais je voudrais préciser que l'indépendance n'est pas se fermer une fenêtre de vue sur le monde. On peut effectivement voir ce qui se fait à l'extérieur et le répéter chez nous aussi, tant que ça ne nous pose pas de problème. Ça fait 65 ans, c'est fait, rien n'a changé, c'est ça. Oui, on va continuer à le faire. À copier. Oui, non, pas copier systématiquement, mais on va continuer à aller en liesse, à aller de liesse en liesse. Alors, dernière chose, je voudrais que, en réalité, qu'on profite de cette occasion de 1er août chaque année pour réveiller en chaque Béninois le patriotisme. J'ai vu une polémique sur les réseaux sociaux dernièrement où des drapeaux ont été disposés d'une certaine façon et ça a réveillé des critiques. Les gens n'ont pas compris que la disposition de nos couleurs dépend de l'occasion et qu'on peut mettre une disposition normale ou bien dans le cadre pour pour pavaner par exemple, on peut les mettre... Le pavoisement par exemple, on peut les mettre d'une certaine autre disposition. Et donc ces choses-là doivent être prises au sérieux tout le long du mois d'août pour expliquer aux Béninois ce qu'est le patriotisme. Voilà pourquoi il parle. Voilà la raison pour laquelle ça n'empêche pas l'organisation des festivités officielles. Ça n'empêche pas que les parades s'organisent. Quand les gens sauront si les parades prennent, je ne sais pas, 20 heures d'organisation et peut-être 24 heures de célébration. Non, on va réfléchir sur tout le mois de civisme. Tout le mois de favorable à cela. Dernière chose, dernière chose, c'est l'après Patrice Talon. Il ne faudrait pas que tout ça s'estompe, il ne faudrait pas que tout ça s'arrête au nom d'une quelconque réflexion qu'on devrait faire. La beauté doit être maintenue, quel que soit le président qui arrive, pour que le Bénin soit davantage révélé. Herman. Oui, un chantier resté, c'est pas inexploité, c'est la place de l'indépendance à Porto-Novo. On ne sait pas ce que c'est devenu aujourd'hui, est-ce que c'est toujours maintenu, est-ce que ça sera réhabilité, à quoi ça va servir et tout. À qui vous posez la question? Au maire de Porto-Novo ou au gouvernement avec au gouvernement, au préfet, à la préfète et à tous ceux qui, au chef de l'État, Patrice Talon, lui qui nous a montré quand même qu'il est quelqu'un qui apporte assez de réformes. Ensuite, ce que j'attends de Patrice Talon pour ce 1er août le dernier, lui qui a promis être porté en triomphe, c'est de grandes annonces. Pas que la grâce présidentielle des détenus pour des faits, des droits communs, mais la grâce présidentielle pour bon nombre d'acteurs, des gens qui attendent peut-être le regard de Patrice Talon, lui qui a promis être porté en triomphe. Alors à part ça, oui, je pense qu'il y aura le défilé civil, le défilé militaire et tout, mais ce qu'on attend spécialement, vous avez annoncé cette rencontre avec la jeunesse. Bon, malheureusement, la presse a été l'enfant pauvre
de tout le magistère de Patrice Talon, il n'a jamais rencontré, à part sa sortie qu'il a eu à faire et tout. La presse béninoise est laissée dans son état tel que c'est, même si on nous annonce le retour bientôt de l'aide de l'État à la presse privée, encore que là aussi, c'est pas suffisant. Quand on dit jeunesse, on s'attend à voir des gens qu'on ne connaît peut-être pas, et qui iront s'asseoir face à Patrice Talon et qui vont parler. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de ces groupuscules sérieusement triés là, et élargir un peu le débat pour que les gens soient fiers et puissent échanger avec le chef d'État Patrice Talon, parce que c'est tous les Béninois qui l'ont élu. Il est le président de tous les Béninois, pardon, même s'il a été porté en triomphe, il a été porté à la tête du pays avec un taux donné. Dès lors qu'il est élu, il est le président de tous les Béninois. Et il doit regarder toutes les couches sociales de ce pays. Et d'ici le 1er août, nous attendons de voir ce qui se passera. Oui, Patrice Talon a reçu une haute personnalité d'État, une première visite de Bassirou Diomaye Faye, la toute première, je dirais également, d'un président sénégalais au Bénin depuis 2016, pratiquement un an après sa prise de pouvoir et sur invitation du président béninois, Patrice Talon, eh bien, Bassirou Diomaye Faye était en visite de travail au Bénin. Il a été question de coopération, d'intégration sous-régionale, de paix, de développement. Oui, comment avez-vous, à votre niveau, Hamza Tablaï, en tant que consultant politique et géopolitique, spécialiste en relations internationales et diplomatie, comment avez-vous, disons, analysé cette rencontre entre les deux hommes d'État? Sur plusieurs volets. Déjà, sur le plan historique, je dis souvent que le Bénin et le Sénégal ont un destin commun, un destin partagé. Quand vous prenez la référence à la traite négrière, on évoque chez nous la porte du Nord, à Ouidah, et à Gorée, il y a une symbolique qui n'en est pas loin non plus. Et l'île de Gorée était aussi cet endroit qui permettait aux colons, en tout cas, de convoyer les esclaves vers les Amériques. Ça, c'est le volet historique. Mais au fil du temps, je pense que le Sénégal et le Bénin partagent surtout la stabilité démocratique. Moi, je dis souvent qu'ils sont les meilleurs élèves de la démocratie dans la sous-région, et ils donnent surtout l'exemple aux autres qui sont un peu en arrière. Les élections présidentielles, en tout cas depuis 1990 au Bénin, sont des élections démocratiques et les populations participent souvent à cette liesse populaire, plus ou moins. La deuxième chose, c'est que le contexte s'y prête parce que le Sénégal a de la voix au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine, et le Bénin tend de plus en plus également à donner de la voix quand il s'agit d'opinier sur les enjeux liés à la sous-région ou au continent. Donc je pense que cette rencontre est une rencontre très importante, non seulement pour le Bénin, mais aussi pour le Sénégal. Et cela va encore mettre plus en lumière le bilatéralisme au sein même de ces instances sous-régionales. Parce que pendant très longtemps, nos États, au sein des instances sous-régionales, ont délaissé le partenariat bilatéral au détriment d'autres partenariats, peut-être multilatéraux, mais qui n'ont pas pour autant apporté un plus conséquent. Je le dis pourquoi. Nous sommes confrontés à un défi sécuritaire, par exemple, au sein de l'espace, mais on tend à aller vers des milliers de kilomètres pour chercher de l'aide militaire, de l'aide en formation, de l'aide en matériel, alors qu'on pouvait signer des coopérations bilatérales avec nos voisins, nos armées voisines, des coopérations militaires entre nos armées, des coopérations de défense, pour régler un problème ponctuel qui se situe entre nos États ou autour de nos États. Et au niveau économique, quand on prend le Sénégal avec son port, le port de Dakar, qui a une dynamique exceptionnelle, il y a aussi une similitude au Bénin avec le port de Cotonou, qui a un dynamisme conséquent. Donc, le partenariat, en tout cas, il existe plusieurs points où ces partenariats peuvent effectivement s'ancrer et donner une suite positive sur tous ces plans, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan diplomatique et également sur le plan de l'éducation. À l'université Cheikh Anta Diop, il y a pas mal de Béninois justement, qui étudient
finalisent leur cursus et qui reviennent parfois au pays ou parfois s'installent au Sénégal. Et au Bénin aussi, il y a pas mal de ressortissants sénégalais qui sont dans nos universités, qui sont également dans le secteur du commerce, du secteur économique également, énormément. Donc je pense que cette arrivée va consolider ces acquis qui existent, mais qui n'ont pas vraiment été légalisés. Et il n'y a vraiment pas eu un couloir d'État à État pour rendre ça beaucoup plus légal ou même pour contrôler. Et la dernière chose, je pense que Bassirou Diomaye Faye s'inscrit aussi dans un contexte de panafricanisme, un peu axé sur le modèle des leaders panafricains de 1960, notamment l'ancien président ghanéen, dont le nom m'échappe, le fondateur du Kwame Nkrumah. Donc je pense que cette dynamique aussi, c'est de mettre en place une nouvelle vision de nos communautés sous-régionales avec une vision beaucoup plus panafricaine, respectant nos cultures, respectant notre richesse historique, comme je l'ai évoqué. Et les identités de chaque pays. Oui, on vous écoute, Mandania Boussou. Oui, je pense que le Bénin et le Sénégal partagent bien des points communs, et lesquels ont été ressortis à travers la visite de Bassirou Diomaye Faye au Bénin. Je pense que c'est une forme de coopération à saluer, la coopération bilatérale, mais c'est aussi faire en sorte que tout ce qui a été conclu comme accord ou comme point de vue soit concrétisé pour que Béninois au Sénégal se sentent comme chez lui, Sénégalais au Bénin se sentent également comme chez eux, pour faire en sorte qu'effectivement cette coopération voulue au sein de l'espace Ouyemoa, parce que le Sénégal, n'oublions pas, à côté du Nigeria, est quand même aussi, et de la Côte d'Ivoire est quand même aussi un pays qui est assez fort économiquement et tout. Et donc si Patrice Talon a pu fouetter cet ego qui a chez les Sénégalais pour faire en sorte que le mois soit renforcé, pour faire également en sorte qu'au plan sécuritaire, on puisse bénéficier. Moi, j'ai assisté, pas personnellement, mais à la télé, j'ai pu voir les images du défilé de la fête de l'indépendance au Sénégal. Vous voyez leurs soldats qui ont un certain gabarit, une certaine carrure, vous les voyez, il y a un groupe là, quand vous les voyez, c'est comme si c'était des guerriers qui sont allés chercher et tout. Donc, pourquoi ne pas faire appel à ces gens dans une forme de partenariat pour qu'on puisse contrer tout ce qu'il y a comme menace terroriste et tout dans la région. Je pense qu'il faut que le Bénin sorte de son carcan et puisse aller chercher des partenaires bilatéraux. Oui, au sortir de la conférence de presse des deux chefs de l'État, j'ai compris que c'est une rencontre qui devrait avoir lieu depuis très longtemps et que c'est compte tenu des agendas des deux hommes que ça n'a pas pu être concrétisé depuis. Donc, pour répondre à ceux qui estiment que Diomaye Faye faisait le tour de l'Afrique, en snobant le Bénin, qui ne considérait pas... Il y a toujours des interprétations. Oui, qui ne considérait pas le Bénin. Donc, je crois que cette visite a définitivement réglé cette polémique. Ce que je note en deuxième position, c'est la volonté des deux chefs de l'État à faire front commun, à d'abord dynamiser les deux organisations sous-régionales, à savoir l'UEMOA et la CEDEAO, et donc à faire front commun contre tous ces mots qui nous minent, en l'occurrence le terrorisme. Et donc ça nous interpelle à une coopération bilatérale, mais également à une coopération sous-régionale pour aller contre ces fléaux-là, au lieu de, comme l'a rappelé Hamzat, au lieu de parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher la solution. Voilà. Oui, non, les autres missions ont tout dit par rapport à cette visite-là. C'est vrai que ça s'ouvre donc une autre ère de coopération, mais moi je vois peut-être que Faye est venu s'inspirer un peu de la dynamique qui est en cours au Bénin. Parce que vous vous rappelez, après sa prise de pouvoir, il est annoncé qu'ils ont opté également pour la rupture. Vous exagérez. Non, ils ont opté pour la rupture également. Et nous, en 2016, on a opté donc pour la rupture. Peut-être qu'il est venu s'inspirer de comment faire prendre conseil sur le grand frère. De comment faire les ceintures au Sénégalais. Non, ce n'est pas évident. La question abordée. Non, il y a eu des avant de réagir. C'est pas tout qui nous a été dit. Pour parler dans son sens, je pense que quand on parle de la dynamique économique, financière, le Sénégal, plus loin,
celui qui va copier, je ne suis pas sûr que ce soit le président Diomaye Faye, mais il y a des choses à copier sur le modèle béninois. Effectivement, parce qu'en très peu de temps, il a été observé un bond formidable au niveau économique et financier, surtout au niveau du vent. Et donc, beaucoup de spécialistes se demandent, mais comment il fait, le chef de l'État? Comment ils ont pu serrer avec tout ce que nous avons connu comme les crises endogènes, exogènes, tout ce que j'ai dit. Le contexte des crises sous-régionales, les crises internationales, la Covid-19 par exemple, la guerre en Ukraine, etc. Et malgré ça, il y a quand même quelque chose que... J'aimerais terminer par rapport à ce sujet. Très rapidement. Je l'avais déjà dit sur la chaîne nationale il y a quelques jours, c'est que cette rencontre va être décisive par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, lié surtout à la sortie de ces 3 États dont on n'a pas parlé, l'AES. Parce que envisager l'avenir sans ces 3 États, c'est un peu se mettre une corde autour du cou. Donc, la nouvelle vision, c'est qu'on va faire avec eux sans les considérer comme des adversaires, parce que c'est nos frères à la base, c'est des Africains, d'où l'essence panafricaniste qui tient le fil des idées de Diomaye Faye, et faire en sorte que la CEDEAO puisse collaborer de multilatéralisme à multilatéralisme avec l'AES. Et ça pourrait être bénéfique pour nos populations qui n'attendent que ça. Alors, rapidement, oui, vous avez... Je pense aussi que, parlant un peu de la gestion de la crise avec l'AES, le Sénégalais, Diomaye Faye, avait été désigné par le chef de l'État pour conduire une forme, comme médiateur. Peut-être aussi que on ne nous a pas dit ça. C'est peut-être aussi que ça participe un peu des attentes de Patrice Talon vis-à-vis du Niger. Et donc, dans la forme de médiation, et pour revenir à ce que vous avez dit rapidement, le Sénégalais, Diomaye Faye, jeune président, a beaucoup à apprendre de Patrice Talon. Lui qui nous a appris à serrer les ceintures, il ne veut plus emporter jusqu'à ce jour. Allez, on va quitter le Sénégal, le Bénin, pour aller en Afrique centrale, pour parler d'un chef d'État, le Sphinx, on l'appelle, pour... ceux qui suivent très bien ce qui se passe du côté du Cameroun. Le président, Paul Biya, est candidat pour la 8e fois à la présidentielle. Vous m'avez fait pouffer du rire, s'il vous plaît. L'élection est prévue pour le 12 octobre 2025. Paul Biya a 92 ans. Il annonce se représenter. Au Cameroun, les réactions s'enchaînent sur la pertinence même de cette candidature. Messieurs, réaction légitime pour certains analystes. Dites-nous les vôtres. Je vais commencer par vous, Herman Parfait Anyamoussou. Comment pourrait être la campagne électorale de Paul Biya, 92 ans et 43 ans au pouvoir? Paul Biya, 92 ans, fera forcément des apparitions fugaces. On ne va pas le voir en train de parcourir le monde des vallées au Cameroun. A-t-il vraiment besoin de faire campagne? Parce que justement, le Cameroun pour lui est déjà acquis. Lui qui se dit à 92 ans candidat de la jeunesse, je ne sais pas de quelle jeunesse il parle. Est-ce qu'il parle de la jeunesse d'à partir de 90 ans et tout? Je ne sais pas si au Cameroun, je ne voudrais pas inciter à une forme de quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut quand même qu'on repense un peu le pouvoir en Afrique et dans ces pays-là surtout, qu'on essaie de voir les choses, parce que justement ce qui se passe, si Paul Biya a vraiment, s'il a conscience de ce qui se passe dans certains pays, quand quelqu'un comme ça reste au pouvoir et qu'il part, le pays est plongé dans une crise sans précédent. Je pense qu'il doit avoir ça à l'esprit et se dire attention, pendant que je suis encore vivant, pendant que je suis encore là, je dois organiser ma succession pour faire en sorte que le pays puisse rester en paix, même après moi, parce que nul dans cette vie n'est éternel. Oui, Henri Yambodé. Bon, d'abord, on va se demander quel problème ça pose avec cette candidature de Paul Biya. Moi, je dis que ça pose le problème d'alternance. Mais la faute, réellement, est au niveau de la jeunesse, au niveau de la classe politique. Si on voit ce qui s'est passé, par exemple, au Gabon, où, pas très loin du Cameroun. Oui. Et on a dû donc prendre pas les bons chemins pour déposer le vieux. Je pense que c'est à cela que... On ne fait pas l'apologie donc de coup d'État, mais il va falloir trouver des mécanismes forcément pour faire... retenir le vieux, parce qu'à 92 ans... le mécanisme est quand même clair. Ce sont les élections, et les élections sont organisées, sont prévues pour le 12 octobre. Oui, quand je vois un peu... Si le peuple n'est pas d'accord avec ces candidatures, eh bien, il sanctionne Paul Biya dans les urnes. Une vidéo dans laquelle je vois des jeunes venir avec
un sac pour dire nous payons la caution, 33 millions pour vous et tout le reste. C'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, vous voyez un problème au Cameroun, ce n'est pas un problème. Je me pose une question. Est-ce que c'est Paul Biya qui est derrière tout ça? Ou bien on le fait et puis on le met devant le fait accompli? Parce que lui-même, j'ai comme l'impression... On ne le voit pratiquement. On ne le voit plus. Et il est là. Et puis, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont autour de lui qui ont intérêt à ce qu'il reste là. Parce que peut-être ils sont conscients que son départ va créer des embrouilles entre eux. Ils ne vont pas forcément s'entendre sur celui qui va prendre le relais. Et donc, ils ont tout intérêt à ce qu'il reste là, sachant bien sûr qu'il n'est pas éternel. La question de relais ne va pas se poser en temps normal. Si, après 2 mandats ou 3 mandats, il dépose le tablier, il laisse Non. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est plus une affaire de 2 mandats, 3 mandats. C'est une affaire de 43 ans au pouvoir. C'est une affaire de 92 ans de l'homme Paul Biya. Et donc, en ce sens... c'est se fait entourer de gens qui ont, pour la plupart, 85 à 92 ans. C'est entre 85 la Cour constitutionnelle n'est dirigée par quelqu'un qui a son âge. Oui. La police du pays, la gendarmerie du pays, l'Assemblée nationale. Je me demande tous les jeunes. Parce qu'il ne va pas... C'est une gouvernance. Pas procuration. Est-ce que Paul Biya a tout... Excusez le thème, a encore toutes ses facultés de signer les documents, de prendre les décrets, de diriger, de prendre les décisions sur la vie du pays aujourd'hui. C'est une question qu'on se pose. Oui, on va prendre l'avis de l'expert en relations internationales en diplomatie. Écoutez, le cas la géopolitique camerounaise, oui. Le cas camerounais est vraiment un cas intéressant parce que on est plus à s'étendre, il nous reste pratiquement 3 minutes. Oui. Allons-y. Je vais aller rapidement. On ira très vite. Paul Biya, je l'appelle l'éternel Paul Biya parce qu'il est au pouvoir depuis avant la naissance de tous. Hein, sur ce plateau. Enfin, depuis pratiquement. Et c'est symbolique par rapport à ces États africains qui ont à la tête des chefs. Alors, oui, pour la plupart. Allez-y. On est confronté donc à un chef d'État qui ne laisse ou ne lâche pas le pouvoir et qui, derrière également, a un parti qui maîtrise l'appareil politique. Ça, on ne le dit pas assez, mais le RDPC de Biya maîtrise les enjeux politiques, maîtrise les différentes tribus, les différentes ethnies. C'est une toile d'araignée bien tissée. Bien tissée et qui est devenue une machine de guerre politique. Vraiment, ça, c'est à l'actif de Paul Biya. Il a réussi à mettre politiquement ensemble des Camerounais anglophones et francophones, en laissant de côté les disparités ethniques, religieuses de part et d'autre. C'est vrai qu'il y a toujours des choses qui persistent. Surtout au niveau mais sur ce plan politique, sur vraiment ce plan politique, il a balisé le terrain. L'Assemblée respire que RDPC, les élections communales et locales également mettent en exergue ce parti et sa force surtout. D'où la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un finalement pour créer l'alternance démocratique? Quand vous prenez les opposants historiques, le parti, l'UDC d'Adam Dioya, il n'y a plus, il est décédé depuis 2020. Quand vous prenez le SDF de John Frundi est décédé depuis 2023. Donc, il ne reste plus que le MRC de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto n'arrive pas à fédérer toutes les positions politiques. Je ne parle pas que de l'opposition, mais toutes les positions politiques autour de sa campagne, autour de son projet de société. Et c'est là le véritable problème au Cameroun. C'est-à-dire, le RDPC, on sait que Biya, il ne dirige pas, il ne dirige plus, mais il y a une machine de guerre derrière Biya qui arrive à monopoliser tout ce qu'il faut. Et là, on se demande, est-ce que aux prochaines élections, on va avoir une opposition unie autour d'un parti, autour d'un objectif commun pour faire le poids. Aujourd'hui, il n'y a même plus un organe politique capable de faire ce poids vis-à-vis. Et je finis rapidement là-dessus parce que j'ai eu un débat avec un représentant d'un parti politique de l'opposition camerounaise il y a quelques jours, qui disait vouloir gagner les élections. Alors, je n'ai pas souri, je n'ai pas ri non plus pour le décourager. Certainement, il sait ce qu'il disait. Mais il y a véritablement un besoin d'alternance au Cameroun. Les jeunes veulent l'alternance, certains partis politiques veulent l'alternance, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la... Merci. Je pense que très rapidement, moi je souhaite l'alternance, certes, mais l'alternance que je souhaite, ce n'est pas forcément que l'opposition prenne le pouvoir au Cameroun. C'est que cette grande machine de RDPC
qu'on puisse trouver des jeunes au sein de ce parti qui gouvernent le pays. Dès lors qu'aujourd'hui, nous savons tous que Paul Biya gouverne par procuration. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des jeunes devant pour faire l'expérience et donc pouvoir leur montrer comment est-ce qu'on gère le pouvoir? Parce que quand ils auront tous fini, 92, 93, 94, 95 ans, bientôt 100 ans, je pense que le Cameroun va être plongé dans une crise. Et ça pourrait réveiller cette crise Cameroun anglophone. Cameroun francophone. Merci. Oui. Qui peut mieux tenir Grosse interrogation. cette différence entre Camerounais que Paul Biya? Finalement, c'est que le nom qui permet finalement d'avoir une sorte de république. D'accord, nous scrutons sérieusement le développement de l'actualité du côté du Cameroun. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye, pour ce débat en plateau. Le reste, vous restez avec nous, puisque nous serons rejoints dans un petit instant par Marc-Johannes Goudianou, qui va nous rejoindre avec sa chronique des débats sur les sites d'information et les réseaux sociaux. Et ce sont les vues du web. Les vues du web, et quand la parole publique trébuche, le clavier populaire cogne fort, et c'est ce que nous allons voir dans les vues du web. Cette semaine, il y a eu 3 actualités qui ont agité la toile béninoise. Une ministre conseillère qui jubile d'une arrestation. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Ailleurs, un chef de village est soupçonné de faire pleuvoir des billets de banque. C'est à Dogbo. Et pour finir, le fils d'un ancien président qui sonne l'alarme comme l'instrumentalisation politique de son frère, de son père au crépuscule de sa vie. Les vues du web, c'est avec vous. Marc-Johannes Goudianou, bienvenue, cher ami. Oui, bonsoir Christian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Effectivement, la vie du web, ça démarre tout de suite avec le web qui n'a pas seulement réagi, mais il a tranché. Il l'a fait également sans filtre. Le premier sujet qu'on va aborder, ça concerne la réaction de la ministre conseillère Sedami Mendegan Fagla, qui jubile de l'arrestation de Hugues Komlan Sossoukpe. Et bien sûr, la ministre conseillère s'est réjouie de l'interpellation du cyberactiviste Hugues Komlan Sossoukpe, un commentaire décomplexé qui a fait bondir la toile. Elle dit: comme vous et comme tous les Béninois, j'ai appris avec satisfaction que le pseudo-activiste, je l'appelle ainsi parce que pour moi, c'est plus un collaborateur, un collabo, a été interpellé. J'espère que les procédures iront jusqu'au bout. La réponse du web a été immédiate, directe et collective. Il y a Deinche Marus Oussou qui dit: demain c'est un autre jour, mais qu'elle enlève mon nom dans son affaire là. On s'est vu où et je lui ai donné mon avis où. Elle vient dire, je cite, comme vous et comme tous les Béninois. Dites-lui de ne plus mentir sur mon compte. On s'est vu où, madame, s'interroge-t-il. Il y a Shamsuddin Idou Arokoro qui dit: heureusement que dans la 15e circonscription, on a fait ce qu'il fallait en 2019. Tant qu'on verra ces noms sur la liste, on mouillera le maillot pour leur barrer la route. Honte à ces gens qui pensent que le Bénin a commencé par eux. Rendez-vous dans les urnes. Et pour finir sur ce sujet, Fernand le Sage Agbokwanzo qui dit: jeunesse, que toutes ces choses qui se passent sous tes yeux t'ouvrent mieux les yeux, afin de savoir quoi décider de ton destin pour les fois à venir. Prêt pour le combat, la lutte continue, on avisera. Et tout de suite, Christian, nous allons descendre à Dogbo, où un chef de village a été interpellé pour multiplication d'argent, sarcasme illimité. Effectivement, c'était à Tota, dans la commune de Dogbo, un chef de village arrêté, soupçonné de pratiques occultes visant à multiplier de l'argent. Le web lui a déjà tranché sur la vraie magie, celle de l'enrichissement soudain, sans source connue. Et les réactions s'en ont suivi avec Arsène Martial Nimayon qui dit: quel parti politique l'a désigné chef de village? Je veux voir quelque chose. Et Jacques Natabo qui dit: 22 briquets, voilà le genre de chef de village qui fait des réalisations étonnantes et tu te demandes si c'est le même travail que vous faites. Et
Et ça en est fini pour Dogbo. Nous allons finir avec une dernière réaction sur la toile avec le communiqué du fils du président Dieudonné Nicéphore Soglo, Ganiou Soglo, qui dénonce une instrumentalisation honteuse de son père par le pouvoir. Et cette fois-ci, c'est sur la page officielle même de Ganiou Soglo qu'on a vu ce communiqué. L'ancien ministre et fils de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo accuse 2 journalistes et les autorités en place d'exploiter la fatigue de son père, bientôt 94 ans, pour les mises en scène politiques. Il cite, je vais citer quelques extraits de son communiqué, il dit « Depuis quelques semaines circulent des images de mon père faisant l'apologie des réalisations du président Talon. Par loyauté ou par fatigue, il ne peut plus toujours exprimer pleinement sa volonté. 2 journalistes procèdent à son instrumentalisation à des fins médiatiques douteuses. Je considère ces actes comme de l'abus de faiblesse caractérisé. La lettre est grave, solennelle et personnelle. Mais les internautes n'ont pas tous applaudi. Certains y voient une tentative de récupération politique déguisée en plaidoyer. Cedro MS Paki qui dit « Vos intérêts personnels vous conduisent à remettre en question les opinions de votre père, juste parce qu'il ne va pas dans le même sens que vous auriez souhaité. C'est un scandale, un manque de respect à la limite. » Germain Assokou qui dit « Il respire, il a toutes ses facultés, mais vous dénoncez comme s'il était manipulé. On peut être opposant et faire preuve de discernement. » Abel Favi qui dit « Votre communiqué est une injure à votre père. C'est lui-même qui parle après les visites. C'est lui-même qu'on entend. À son âge, quelle pression peut-il céder? À quelle pression peut-il céder? Si vous trouvez qu'il est trop vieux pour ça, conseillez-le en famille, pas sur Facebook. Le vieux, il sait ce qu'il fait. » Alors, ce sera tout pour les 3 faits qui sont vus à travers le web. Un ministre qui se fait battre par la vérité des commentaires. Un chef de village devient le symbole d'un système rural très opaque. Et un communiqué familial qui révèle des lits de fracture. Le Bénin numérique, ce n'est pas juste du divertissement. C'est la mémoire instantanée d'un peuple qui regarde, commente et n'oublie rien. Rendez-vous à la prochaine polémique, ou plutôt, Christian, à la prochaine étincelle. Voilà, la prochaine étincelle. Cher monsieur, oui, 3 faits, très rapidement, les réactions. Bon, oui, vous prenez la parole. Oui, allez-y. Je vais réagir sur le... Oui, je suis très pressé pour répondre à Médéga Fagla. Oui. C'est Dami Médéga Fagla. Oui. Je me demande, qu'est-ce qui la concerne dans l'arrestation de comment Hugues Sosoupé? Est-ce qu'elle est juge? Est-ce qu'elle est procureure? Ministre conseillère. Pourquoi elle se précipite de commenter une affaire qui n'a pas encore livré son verdict, qui est encore pendante devant la justice? Avant tout, c'est une citoyenne, elle est libre de ses opinions. Non, mais elle a une responsabilité, elle est personnalité, si on peut l'appeler ainsi. Elle est personnalité, mais elle est mère également. Donc, elle est mère de famille. Et donc, la prise de parole en public doit être recadrée. Et ces gens-là, personnalités publiques, politiques, doivent aller à cette école de prise de parole en public. Ce n'est pas pour la première fois qu'elle s'illustre dans ce genre de commentaires. On l'a vu avec son Anna-Payé Djenwe. Ce que beaucoup de Béninois retiennent. C'est ça que tout le monde retient d'elle. Et donc, il va falloir que le travail se fasse à leur niveau, à son niveau, pour que la prise de parole soit contrôlée. Il faut tourner sa langue cette fois avant de parler, surtout quand on occupe des postes de responsabilité. Merci. Oui. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le communiqué de Ganiou Soglo qui vient exposer son papa, qui vient nous dire que le sage, l'emblématique Nicéphore Soglo ne détient plus ses facultés. Je note dans ce communiqué que Ganiou Soglo n'a pas un accès facile à son papa. Sinon, il leur conseillé de ne plus sortir, de ne plus aller visiter les choses. Parce que pour nous les Béninois, Nicéphore Soglo reste l'emblématique, un calme, le patriarche, un calme, le renouveau démocratique. Donc pour nous, du moment où il est encore vivant, on peut même l'inviter sur le grand rendez-vous. Oui. Donc, que Ganiou Soglo sache que ce n'est pas seulement son papa, il est le père de la nation, c'est un ancien président de la République. Donc, à ce titre-là,
s'il a quelque chose à conseiller à son papa, c'est pas venir mettre ça à la place publique, mais plutôt aller voir son papa pour dire papa, je pense que tu es vieux, tu es un peu fatigué. Oui. Je souhaite que tu n'ailles plus. Bien que toutes tes sorties soient encadrées. Mais quand il accuse des journalistes. Peut-être inviter les journalistes directement et discuter, échanger avec eux, plutôt que de nous pondre ce communiqué. Quand il accuse des journalistes, ça dit que ces journalistes-là sont considérés comme fils par le vieux, d'accord? Et lui, qui se prétend être. Bon, qui est son fils biologique. N'a pas un accès facile à. D'accord, Herman. Galilou est mieux placé que quiconque pour nous dire quel est l'état de possession des facultés de son père. Et je fais référence à l'ancien président Émile Denis Zissou. À un moment donné de sa vie, pour le voir, il fallait passer par son fils, Laurent Zissou, ou bien par un autre, Georges Zissou, qui était son neveu. Il fallait passer par eux. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était en leur présence. Ils étaient là pour être sûrs que leur papa ou leur oncle est en train de bien raisonner, est toujours en train de bien parler. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, Galilou Soglo, c'est vrai, il aurait pu le dire en famille, il aurait pu accéder à son père. Encore que j'ai assisté au lancement du livre de Nicéphore Soglo, Galilou était là et c'est lui qui a su cadrer le père pour que le père n'aille pas dans toutes les dérives, parce qu'il veut rappeler un peu comment il a investi du pouvoir en 1996 et tout. Donc, je pense que ça révèle une situation. C'est vrai que Soglo, père de la nation, il est libre de faire les sorties comme il veut, mais cette prise de parole, et je reviens encore à ce que celui-ci a dit par rapport à un pays, il s'appelle Omar. C'est des autorités. Quand on est une autorité de ce pays, on a une obligation de réserve. Et donc, Anna Pays Diawé ne peut pas, alors que le dossier est devant la justice, elle se permet de commenter et même de dire, et de se réjouir pratiquement sur le sort de l'autre, alors même qu'elle ne sait pas à quelle sauce elle sera mangée demain. Vous voyez, donc, tant que vous êtes autorité, que vous êtes à la tête d'un pays, faisons attention. On a vu dans ce pays des juges qui ont condamné fermement et qui se sont retrouvés après derrière les barreaux. Oui. Et qui après ont comparé devant leurs collègues qui leur posaient la question, présentez-vous. Et donc, en fait, c'est vos collègues, c'est comme si je suis assis et je demande à Christian demain, monsieur, présentez-vous. Et là, ça leur permet en tant que juge de savoir réellement ce que les gens vivent quand ils sont à la barre, quand ils sont devant eux. Idem pour les avocats, idem pour les huissiers, idem pour des notaires, des gens ont connu des débats alors qu'ils étaient très forts. Donc je pense que il faut savoir, il faut faire les choses doucement. Aujourd'hui c'est Hugues, on ne sait pas demain. Oui, la transition, rapidement. Oui, c'est vrai que personne n'a voulu aborder le sujet des multiplications de billets. On ne va pas suivre les biais. Je voudrais quand même qu'on condamne les citoyens. Je voudrais quand même qu'on condamne ces citoyens qui, malheureusement, vont aller remettre 22 millions, 22 millions à un chef de village pour pouvoir vous multiplier de l'argent, alors que vous avez déjà de l'argent que vous pouvez investir ailleurs pour que ça devienne quelque chose. Donc, c'est comme si c'est de l'argent facile. Et eux-mêmes, ils tombent facilement dans ce piège. Si tel est que la personne sait autant multiplier l'argent, ça veut dire qu'il serait déjà immensement riche et multimilliardaire. Et parfois, c'est des gens qui sont encore dans le besoin de 100 millions. Quelqu'un qui est assume, je dirais, aucun Béninois qui trouve que si il prend son portable, ça peut multiplier de l'argent, ne va jamais donner donc, le tuyau à ses frères. Exactement. Donc, ceux qui croient à ces manipulations, ça les engage. Vous avez 22 millions, il y a 22 millions, on sait ce que ça peut faire. Oui. D'accord. Il faut déjà aller questionner. Ça dépend des projets de ceux qui sont allés voir le multiplicateur de 22 millions. Vous savez comment ils trouvent les 22 millions? Comment il arrive à trouver les 22 millions? Souvent, c'est pour aller voir quelqu'un d'autre pour leur mentir, dire qu'ils ont tel projet, qu'ils vont leur revenir, leur retourner leur argent dans un bref délai, sachant bien que c'est pour aller multiplier. Parce que pour lui, il va prêter les 22 millions, aller multiplier, retourner les 22 millions et devenir riche. Mais je voudrais insister sur le statut du multiplicateur d'argent. C'est un chef de village, on a dit. Ça veut dire que c'est un politicien, c'est quelqu'un qui a été installé, membre d'un parti politique. Et donc, je voudrais interpeller les partis politiques de savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'il a 20 femmes, il a beaucoup d'enfants que systématiquement on va faire de lui chef de village. Il faut que... Il a manqué de sagesse. C'est dans les commentaires, ils sont revenus dessus. Si on pouvait même savoir de quel parti il est issu. On va poursuivre l'investigation. Oui. Merci Marc pour ce très bon sujet que vous avez ramené du web. Merci Herman, merci Omar et merci à vous Henri Baudet. Et merci à tous nos téléspectateurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Chez vous, c'était
Le grand rendez-vous, portez-vous bien. Au revoir.